bienvenue dans ce nouveau tuto. Je vais venir vous expliquer quels sont mes 10 conseils les plus prioritaires pour demain que tu puisses monter ton Airbnb à Paris en étant déjà propriétaire de ta résidence principale. Pour le moment, c'est vraiment comment est-ce que tu deviens propriétaire et comment est-ce que tu deviens propriétaire avec une optique d'un Airbnb. Voilà, passer le cap. Je pense qu'il y a des gens qui sont en difficulté face à l'acquisition d'un bien et il faut vraiment que je t'aide là-dessus parce que ce n'est pas sorcier. C'est faisable complètement. Je t'explique tout et que tu sois à Paris ou ailleurs, ce que je veux t'illustrer, c'est moi ce que j'ai vécu comme expérience et comment est-ce que tu peux le reproduire, que ce soit à Paris, à Lyon ou en tout cas dans une ville dans laquelle il y a des touristes et que ce soit une grande ville dans laquelle toi tu as envie de travailler, habiter et du coup de vivre ta vie. C'est parti. Donc mon conseil numéro 1, c'est de relativiser sur ton âge. Je m'explique. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis devenue propriétaire à 26 ans et si ça a été possible, c'est parce que j'ai commencé à travailler, on va dire, à 24 ans. Travailler à 24 ans, ça veut aussi dire devenir adulte, mais on peut rester chez ses parents. Et c'est ça que je veux t'expliquer, c'est que même si tu te lances dans la vie active, ne quitte pas tout de suite ton mode de vie étudiant. Il a certains avantages, tu peux déjà rester chez tes parents, tu es déjà peut-être dans un logement à moindre frais qui demande peut-être certains aménagements, mais tout de suite tu vas gagner ta vie et tu vas gagner beaucoup plus que quand tu étais en stage de fin d'études. Et justement, relativise sur le fait de tout de suite emménager avec ton copain ou ta copine, de tout de suite emménager dans la super coloc en plein centre de Paris. Relativise là-dessus. Oui, ça va te demander certains efforts, de devoir peut-être faire plus de transport si tes parents sont en banlieue parisienne ou de peut-être devoir de payer un scooter ou un vélo électrique en attendant d'être dans un logement. Finalement, si tu es hébergé gratuitement ou à moindre frais, vaut peut-être mieux épargner plus et investir dans un moyen de locomotion. Et tout ça pour dire que ton âge n'a pas d'importance entre 24 et 26 ans. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ces 2 ans de transition? C'est pas parce que tous tes amis vont à 24 ans passer dans un appartement plus grand, 1-2 pièces, alors que toi t'es en studio, qu'il faut faire pareil. Et c'est ça que je voudrais te dire, c'est reste chez tes parents le temps qu'il faut, parce que vraiment ça va te permettre d'économiser de l'argent et cet argent a une valeur incommensurable le restant de ce projet-là. Mon deuxième conseil, du coup, j'ai parlé un petit peu de l'âge, mais du coup, ça en vient aussi au fait de dire épargne. Épargne tout ce que tu peux. Si tu as une opportunité professionnelle qui te permet d'avoir une prime à la fin de l'année, épargne-le. Si tu as la possibilité de continuer peut-être des babysitting que tu avais déjà commencé étudiant et qui sont encore aménageables avec ton emploi du temps, mets cet argent de côté et continue de faire attention finalement à ton budget, même si tout d'un coup, et je sais que cette transition elle n'est pas facile parce que on se dit on s'est peut-être beaucoup privé dans la vie étudiante et que maintenant on a envie de gagner sa vie et de pouvoir s'offrir telle ou telle chose. Moi je sais qu'étudiante, je m'étais un petit peu promis de me racheter un parfum, de me racheter un joli sac à main parce que j'avais envie d'être un peu plus femme au moment de ma vie professionnelle. Mais finalement, si je repousse que d'1 ou 2 ans ce genre d'achat, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Peut-être achète-toi quelque chose d'une marque intermédiaire, mais souvent on nous fait miroiter que la vie d'adulte tout de suite rime avec le luxe et tout ça, rime avec des grands voyages, avec des grands projets et que c'est pas parce que tu gagnes un salaire à la fin du mois que tout de suite tu es riche. Relativise, pense à tous ces gens qui ont déjà 40 ans, tu crois vraiment qu'ils s'achètent des sacs à main tous les jours? Non. Donc, adopte un mode de vie qui soit plutôt sain. Ne t'achète pas tout de suite le casque Air Max, même si tu en rêves. Achète-toi un JBL en attendant. Voilà, ça ne veut pas dire se priver de manière drastique, ça veut juste dire relativise. C'est pas parce que tu as vu des pubs et que tu t'étais promis étudiant que le jour où tu gagnes ta vie, tu te l'achèterais, qu'il faut passer à l'action. C'est ça que je veux dire. Prends un petit peu de recul et vraiment franchis ce cap de te dire que ce n'est peut-être pas là maintenant tout de suite ta priorité et vraiment tu vas te remercier plus tard parce que tout le monde va tomber un petit peu dans le panneau de ces choses-là une fois rentré dans la vie active. Mon troisième conseil, te dire... Ce serait quoi mon troisième conseil? Mon troisième conseil, c'est une fois entré dans la vie active,
c'est de valider ta période d'essai et d'entrer dans un CDI. C'est peut-être très anodin, mais que un banquier va regarder, ça va être ça. Donc vraiment, reste dans ton CDI. Que ça te plaise pas, si tu as le projet d'acheter dans l'immobilier, valide juste ta période d'essai, le temps de ton achat, et même si tu dois rester qu'une année dans cette entreprise, ou peut-être 2 ans, reste dans ce projet-là. Même si tu ne gagnes pas en compétences, si tu gagnes pas en compétences dans ce projet pro, j'en sais rien, pose-toi des questions. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois on a envie de tout plaquer parce que ça nous déplaît, et c'est vraiment quelque chose que font un petit peu la plupart des jeunes, et je suis passée par là de se dire oh là là, je resterai pas longtemps dans ce boulot. Oui, mais ne sous-estime pas la valeur d'un contrat en CDI. Je dis pas que c'est le goal ultime dans la vie, je dis juste que pour un achat immobilier, c'est vraiment important. Mon 4e conseil, ce serait déjà de commencer à te renseigner. Donc l'objectif d'un achat immobilier, ça veut dire se renseigner sur qu'est-ce que le marché de l'immobilier. Comment est-ce que font tes cousins, tes frères et sœurs? Comment est-ce que font tes collègues qui ont déjà acheté des appartements? Est-ce qu'ils ont pris un courtier? Dans quel quartier ils ont emménagé? Pourquoi? Combien du mètre carré? Est-ce qu'ils ont fait des travaux? Pas de travaux? Quelles sont les personnes qui ont peut-être négocié très bien quelque chose? Un prêt, un courtier, un prix d'achat d'un bien immobilier, renseigne-toi, prends contact avec ces personnes et vraiment engrange de la connaissance réelle. Je suis consciente que je filme une vidéo peut-être à but pédagogique, je l'espère. Il n'empêche que je n'ai pas connaissance de ton marché. Je ne sais pas du tout ce qui se passe autre part ailleurs qu'à Paris. Et donc ce que je te recommande, c'est de vraiment juste discuter avec les personnes qui t'entourent. Pourquoi est-ce qu'elles habitent là? Quel est le meilleur quartier? Et de toi essayer de te projeter en te disant ah d'accord, donc cette personne, moi je sais que voilà, j'ai mon cousin qui a acheté à 2 rues de chez moi, et j'avoue que je connaissais pas très bien ce quartier-là à l'époque, mais j'ai fait confiance parce que je savais qu'il avait déjà acheté et que c'était un bon achat, et du coup je me suis mis dans une optique d'élargir mon champ de vision que juste le centre de Paris, qui est certes très touristique, mais en termes de qualité de vie, il n'y a pas de vie de quartier, donc fallait trouver peut-être quelque chose de plus affiné. Voilà, le 17e ça me correspondait bien, mes frères et sœurs avaient déjà habité en colocation dans ce quartier-là, donc je m'étais dit aussi en termes de projection, c'est à peu près à ma tranche d'âge qu'ils étaient habitants de ce quartier-là, donc ça pourrait me plaire. Autre élément, j'ai vu que ce quartier est relié très bien au logement de mes parents, à qui je rends très souvent visite, et donc voilà, et donc j'ai rayonné comme ça en me disant ok, en termes de transport très bien, en termes de qualité de vie très bien, et suite à ça j'ai trouvé mon boulot dans un quartier juste à côté. C'est pour ça que je peux aller à pied au travail, mais c'est comme ça que ça s'est fait. C'est que vraiment d'abord je me suis projetée dans le quartier. Je suis même allée à la visite de cet appartement avec ma belle-sœur qui avait déjà habité ce quartier-là et qui m'a dit ah bah on a habité la rue derrière pendant 1 an, c'était super. 5e conseil, c'est de vérifier ta capacité d'emprunt. Si je dis ça, on va dire déjà de l'épargne, mais on vise un 10% d'apport. Ne vise pas plus, s'il te plaît. Je sais très bien que ça peut être super séduisant d'avoir une petite mensualité de remboursement, mais vraiment, je t'incite très fortement à avoir une grosse mensualité d'endettement parce que déjà ça ne dépassera pas les 35%, donc dans la mesure où ça ne les dépasse pas, ta banque ne va pas te surendetter. En fait, ce n'est pas possible, c'est illégal. Donc moi je t'encourage à vraiment avoir une grosse mensualité parce que ça va te forcer à organiser ton budget en conséquence. Si par exemple, j'en sais rien, tu as une mensualité à 700 € versus une mensualité à 1000 €, certes ce n'est pas la même chose, mais en fait ce delta des 300 €, eh ben, tu vas adapter tes sorties en fonction de ces 300 €, et ces 300 € c'est de l'épargne supplémentaire. Donc c'est-à-dire que tu gardes dans ton épargne, mettons, une mensualité à 1000 €, ça équivaut à peu près à un bien à 200 000 € avec les taux actuels de 3,5, enfin voilà. Si tu apportes que 200 000 € pour un appartement, ça veut dire 20 000 € d'apport. Donc juste ce que tu apportes. Et en gros, ça équivaut aux frais de notaire et ça équivaut à rassurer la banque sur la capacité que tu as à épargner. Grosso modo, c'est ça. Ça n'a rien d'autre comme valeur. Donc toi, tu mets 20 000 €. Mettons, tu avais 35 000 € d'épargne. En fait, garde le maximum d'épargne parce que peut-être tu auras d'autres projets, tu auras d'autres envies d'achat, peut-être que tu vas faire un investissement locatif, peut-être que tu vas vouloir meubler de manière un peu plus luxueuse ton appartement, peut-être que
tu vas avoir un imprévu, j'en sais rien, tu achètes un bien, peut-être qu'il y aura un imprévu de travaux. Et ben, garde cette épargne, vraiment. C'est super important. L'idéal, c'est de pas le dépenser, de pas avoir d'imprévu, je suis d'accord. Mais du coup, c'est super important d'avoir de l'épargne. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Tu ne sais pas quels seront tes projets plus tard. C'est super important d'avoir de l'épargne. C'est comme ça que ça fait boule de neige aussi pour l'enrichissement. Donc vraiment, garde ton épargne. Mets juste le strict minimum des 10% et une mensualité la plus importante possible. Parce que aussi, en termes d'objectifs personnels, ça va t'inciter de te dire, ah bah finalement, est-ce que je suis bien payée? Peut-être qu'il faut que j'aille négocier mon salaire. Finalement, est-ce que je devrais pas m'impliquer plus dans mon travail au quotidien? Et peut-être que je devrais un peu plus montrer à mon entreprise dans laquelle je suis salariée que j'ai de l'ambition, que j'ai de la force de frappe et une valeur ajoutée pour l'entreprise. Et moi, je suis persuadée que quand on se retrouve dans des situations qui sont un petit peu plus exigeantes, on finit par trouver les solutions qui correspondent à cette ambition et que c'est comme ça qu'on y arrive. Donc c'est pour ça, l'idée c'est pas de se mettre le couteau sous la gorge puisque la banque ne dépassera pas de toute façon 35% de ton endettement, mais l'idée c'est d'accroître ton ambition et d'accroître ta capacité à t'organiser et aussi à te dire que si tu peux mettre 1000 € dans l'achat de ton appartement, c'est aussi de l'épargne. En fait, l'oublie pas, c'est pas un loyer que tu payes à fond perdu. Voilà mon conseil, c'est vraiment d'avoir la capacité d'emprunt la plus importante et garder son épargne au maximum. 6e conseil, et ça, j'avais des conseils très généralistes sur comment acheter sa résidence principale finalement, mais maintenant, si j'axe un petit peu plus sur comment acheter sa résidence principale dans le but de faire un Airbnb, il faut vraiment que tu réalises de la déco. Ça, c'est primordial. De la déco et des belles photos pour ton annonce. Donc pour ça, moi j'ai fait des travaux, j'en ai fait une grosse partie moi-même. Au départ, je comptais le faire par un artisan. Il s'avère que j'étais entre deux jobs, ça s'y prêtait bien de le faire moi-même. C'était un peu une aventure, j'aime bien avoir 1000 idées et c'était une aventure pour moi. Je dis pas que c'est la solution adaptée pour tout le monde. Ce n'est pas infaisable dans la mesure où j'avais 20 mètres carrés de surface, mais j'ai quand même fait du gros œuvre. Du coup, ce que je veux recommander par rapport à la projection qu'on a en termes de déco et en termes d'aménagement intérieur, en fait, c'est ça. Fais-toi, si tu n'as pas du tout la fibre, fais-toi conseiller. En fait, demande à une amie qui a un petit peu la fibre. Moi, je l'ai fait pour des amis, de conseiller en disant « Oh, j'ai vu telle lampe chez Ikea, sur tel mur un petit peu de manière chaleureuse, en beige. » Et ça va amener quelque chose, amener une âme. Tu peux aussi trouver des biens d'occasion, un canapé qui soit un petit peu flash pour donner un peu de couleur. Fais quelque chose dans lequel tu te sens bien, mais amène une touche de déco, des petites fleurs séchées, une petite plante, un petit abat-jour un peu sympa. C'est un investissement vraiment. Montre qu'il y a un certain confort dans cet appartement. C'est pour ça que j'ai mis une télé. C'est pas que je regarde la télé comme une dingue. C'est que de nos jours, t'as une télé, une frame, ça lève la qualité de ton appartement. C'est tout bête, ça agrandit pas les surfaces. Pareil sur la touche de déco, ça donne une âme et les gens apprécient ça, d'avoir un appartement qui soit bien pensé. Ça montre un certain confort en fait, et c'est la réalité. Moi j'ai par exemple, vous voyez dans le fond, il y a ma cuisine. J'ai abattu la cloison. Avant, il y avait une cloison comme ça, là. Tac. J'ai abattu la cloison pour faire rentrer notamment de l'électroménager. Un lave-vaisselle, un lave-linge. Et du coup, ça me permet sur mon annonce Airbnb de proposer ce type de service. Je dis pas qu'ils vont choisir pour le lave-vaisselle mon appartement, mais j'ai beaucoup de gens qui font, notamment les Américains, ils font des lessives. Je sais pas pourquoi. C'est un lave-linge sèche-linge. En plus, ça séduit certains. Alors ce sera peut-être qu'un seul locataire sur les 50 locataires que tu vas avoir dans l'année, mais il suffit de ça. Mon 7e conseil, le conseil, quel que soit mon conseil, maintenant que tu as des idées, un budget, et encore ça s'ajuste. Je dis pas que le budget, moi j'étais au centime près au moment d'acheter mon appartement. J'ai pas optimisé ma capacité d'emprunt au maximum. J'ai acheté un petit peu en dessous de ma capacité d'emprunt. Mais si j'avais trouvé un autre bien un peu similaire avec ma capacité d'emprunt, je l'aurais fait. Donc en fait, ça s'ajuste un petit peu quand même. Tu es en phase de constitution de ce projet. Maintenant, visite. S'il te plaît, arrête de réfléchir. Passe dans une optique de j'agis, je visite. Que tu visites un bien qui t'intéresse ou qui ne t'intéresse pas, tu vas discuter avec un agent immobilier, tu vas te rendre compte de ce qu'on prend en compte
dans un appartement ou pas. Tu vas te rendre compte de l'exposition de certains appartements. Tu vas te rendre compte de différentes copropriétés peut-être, de la qualité, de l'état de l'immeuble. Et en fait, tous ces éléments-là, on est humain et il faut le temps d'assimiler toutes ces informations. Et c'est pour ça que je te dis, va sur le terrain parce que c'est là que tu vas apprendre. C'est là que tu vas avoir le plus d'informations. Ce n'est pas sur des annonces, c'est vraiment en allant concrètement dans des appartements. Fais peut-être une offre. En fait, tu peux te désister même jusqu'à 10 jours après l'offre. Donc fais peut-être une offre pour te dire « Ah bah voilà, ça j'aurais pu ». Et puis après, une fois que tu auras fait l'offre, tu te diras « Ah bah j'en ai rediscuté, j'ai dit à ma mère que j'avais fait une offre et tout. » Et elle m'a dit « Ah non, moi j'aime pas du tout, après avoir vu tes photos, pourquoi t'as fait une offre ?» Et tu peux la retirer, c'est pas grave. L'idée c'est pas d'être sûr à 100%. Je sais pas si c'est un conseil, mais l'idée c'est d'avoir le maximum d'informations pour que tu fasses un choix raisonné et raisonnable au moment où tu te lanceras concrètement et là où ça va aller jusqu'au bout. Mais en attendant, lance-toi avec des choses où tu n'es pas sûr à 100%, mais lance-toi. Une fois que tu as fait tes visites, donc ça c'est un autre conseil, tu as fait tes visites. Tu as une idée du marché. Donc moi j'avais fait ça pendant que j'étais encore en période d'essai parce que je m'étais dit une fois la période d'essai validée, je termine, je ferai une offre. Donc j'ai visité peut-être 3-4 appartements pendant que j'étais en période d'essai. Au moment où j'ai validé ma période d'essai, j'ai fait 2 offres. Une où je me suis désistée et une où je suis allée jusqu'au bout et c'est cet appartement. Donc une fois que tu as validé ça, sache qu'au moment où tu vas faire ta visite, si tu as besoin de faire des travaux, et moi j'adore les travaux parce que j'adore la déco, donc je m'étais dit que c'était super important pour avoir un peu ma direction artistique en termes d'aménagement intérieur et que je voulais être sûre déjà de négocier très fortement le prix à l'achat. Et ça c'est un levier, un argument imbattable. C'est-à-dire que même si la personne, moi ils avaient déjà changé les fenêtres, l'électricité n'était pas aux normes, c'était imbattable pour casser le prix. Et c'est ce qu'on veut. On veut quelqu'un près de qui on peut casser le prix. Bon, du coup j'ai dévié, c'est peut-être ça mon argument principal, ça va être de dire vois des appartements pour lesquels il y a une optique de casser le prix et il y a une optique de négociation. Il faut tout négocier. Il faut que tu négocies le prix de l'appartement. Souvent les honoraires c'est aux frais du vendeur, donc ça c'est pas grave, mais il faut que tu négocies ton courtier. Moi j'ai négocié mon courtier avec mon grille-pain. C'est encore une autre histoire, mais il faudrait que je te raconte ça. Mais négocie tout, il n'y a pas un sou est un sou. Franchement, tu as mis du temps, tu as épargné, tu as travaillé. Ne viens pas tout flamber en un claquement de doigts sous prétexte que tu vas gagner en statut. Tu n'acquiers aucun statut. C'est pas parce que tu deviens propriétaire que tu acquiers un statut. Oublie ce concept. Acquiert un investissement et l'optique d'un enrichissement est possible. Tu acquiers le droit de t'enrichir, mais ça n'a aucun statut. Tu ne deviens pas meilleur que les autres. Et vraiment, on fait miroiter aux gens que devenir propriétaire, c'est vraiment le Graal. On arrête. Je ne suis pas du tout d'accord. Tu peux être locataire et avoir un statut social, j'entends, bien plus élevé. Il faut vraiment arrêter avec ça. Je pense juste que ça contribue à l'épanouissement de faire des projets comme ça et ça peut contribuer à l'enrichissement que d'avoir un investissement intelligent en faisant du Airbnb à la suite de l'acquisition de ta résidence principale. Mon conseil du coup c'est vraiment de venir tout négocier et de chercher un petit peu les endroits où le levier est facile. Et c'est horrible à dire, mais il y a des gens qui sont vraiment désespérés sur le marché de l'immobilier. Il y a vraiment des gens qui sont prêts à travailler et qui ont la dalle et il faut les trouver ces gens-là. Il ne faut pas trouver celui qui a déjà tout. Faut être dans une optique où toi tu es en position de force et il y a des gens qui sont peut-être en position un petit peu de faiblesse. Je ne dis pas que c'est de la manipulation, on s'entend. Je dis juste qu'on négocie et c'est le jeu, c'est gagnant-gagnant et c'est pas toujours parce que je négocie, l'autre il va être perdant. C'est pas ça. Il y a des négociations où les gens ils gagnent, même si toi tu y gagnes. Ne deviens pas perdant en fait. Je veux que tu gagnes dans cette négociation. Je veux que tu amènes un certain levier et une force de frappe dans cet achat parce que la plus-value, elle est dès l'achat. Si tu achètes bien, tu revendras bien. Si tu achètes mal, je sais même pas si tu revendras bien, je sais même pas si tu revendras. Donc vraiment, l'enjeu est clé, c'est de chercher des causes un peu désespérées, des gens
qui sont détachés émotionnellement de leurs biens, des gens qui sont en phase de divorce, des gens qui viennent de perdre. Pas que c'est pas diabolique. Il faut dédramatiser ça. C'est pas parce que quelqu'un a perdu un proche et que je négocie à fond son bien que je suis une mauvaise personne. C'est pas ça. C'est juste que la personne, elle n'en a rien à faire. Elle n'a pas acquis ce bien. On lui a transmis. La transmission fait que les gens en sont complètement détachés émotionnellement. Ils veulent juste récupérer le pactole de leur héritage et pour le moment, c'est pas liquide quand c'est dans un bien immobilier. Ils ont peut-être d'autres projets que l'immobilier et ça les saoule. Moi, la personne qui m'a vendu l'appartement, il voulait financer les études de son fils. Il avait hérité de cet appartement. Il avait même pas renégocié le loyer de la personne qui était avant moi. Enfin, c'était dérisoire le loyer. Ça couvrait à peine les charges, honnêtement. Je vous explique juste que il faut être soi-même détaché émotionnellement de la situation des gens. Il y a les francos quant à la négociation, puisque certes la personne a perdu un proche, certes la personne est en phase de divorce, mais c'est pas moi qui divorce, c'est pas moi qui ai perdu un proche. Moi je veux juste que ce bien, je l'obtienne moins cher parce que sinon je vais perdre de l'argent. Si la personne a pas de temps devant elle parce que elle a besoin de cet argent, et ben je vais l'aider à aller plus vite, mais elle va me céder des choses. Voilà, et elle va me céder ma négociation. Que c'est des choses quand même dont il faut pas avoir honte et c'est pour ça que j'insiste dessus parce qu'on pourrait se dire mais je suis une mauvaise personne si je cherche ce genre de profil. Pas du tout. Arrête, c'est neutre. Tu es juste en train de faire une bonne affaire. Les bonnes affaires se trouvent malheureusement dans des situations de vie où les gens n'ont pas le temps. Toi, tu es prêt à faire gagner du temps à quelqu'un, tu lui offres ce gain de temps. En contrepartie, il t'offre la réduction du bien pour qu'elle soit à la hauteur de ce que le bien vaut réellement. S'il y a des travaux et tout, et que la personne est pressée, ça se négocie. C'est toi qui es en position de force. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Je sais plus, on doit être 8e conseil, 9e conseil, je sais plus très bien. Peut-être qu'on est déjà au 10e. Au pire, il y aura un bonus. Si j'en fais plus que ce que j'ai pu me souvenir, tant pis, ce sera en bonus. Avec joie pour des petits bonus comme ça, là. Autre conseil, notamment par rapport au Airbnb. Donc là, tu es dans l'optique, on va dire que tu es déjà presque en phase d'acquisition. Tu as 2 doigts d'acheter, tu as repéré un bien peut-être où il y avait cette situation, quelques travaux. Je pense que en termes d'achat, il faut vraiment que tu aies des critères très spécifiques au projet que tu as derrière. C'est-à-dire que si tu achètes dans le but de faire une coloc ou si tu achètes dans le but de faire un Airbnb, te dois de te projeter avec tes locataires. C'est pour ça que moi, j'ai pris une surface relativement petite et je me souviens que j'avais des personnes qui débattaient avec moi sur l'aménagement de cet appartement et qui me disaient mais pourquoi tu mets pas un canapé lit, mais pourquoi tu mets pas un lit qui va jusqu'au plafond, tu sais les lits en nacelle un petit peu, c'est pas comme ça que ça s'appelle, lit placard un peu. Bon vous voyez un petit peu, je mettrai une image pour que ça soit parlant. Et en fait, moi j'ai dû aussi dire mais vous n'avez pas compris, je veux faire un appart-hôtel. Je ne vois pas un locataire déplier un canapé alors qu'il vient pour une nuit. Je sais pas si vous voyez, mais quand un canapé lit est déplié, on voit clairement que c'est un canapé lit, on voit les ressorts du lit et tout ça. Donc en termes d'esthétique, c'est immonde. Certes, c'est pratique, mais je ne voulais pas quelque chose de pratique. Ma décision était de vraiment mettre certes le lit au milieu de la pièce. Peut-être que ça engendre le fait que je ne puisse pas recevoir quand moi j'habite l'appartement. Peut-être que ça engendre le fait que je vais monopoliser de l'espace et que ça va pas être optimisé avec dans un coin le lit, dans un coin un petit canapé par exemple. Tant pis. Je savais très bien que en mettant le lit au milieu de la pièce, je permets à des locataires d'avoir une présentation d'un appartement qui dit le lit est confortable, vous allez bien dormir ici, c'est dédié, c'est conçu pour que vous soyez bien dans cet appartement comme vous auriez pu l'être dans une chambre d'hôtel. Et ces petits choix ont été faits finalement avant l'acquisition, dès le moment où je me suis projetée. Je me suis projetée avec la possibilité d'abattre la cloison. Je me suis projetée avec la possibilité de réaménager la salle de bain. Je me suis projetée en me disant je fais du 20 mètres carrés et non du 30 mètres carrés. Aussi parce que en termes de surface, ça n'allait rien changer à la tarification de la nuit.
sur Airbnb. Donc projette-toi avec aussi une optique de rendement. C'est ça que je veux dire. Est-ce que ça change quelque chose pour quelqu'un de louer 30 mètres carrés ou 20 mètres carrés quand il dort une nuit? Non. Donc finalement, peut-être qu'en termes de Airbnb, si tu as 30 mètres carrés, tu vas peut-être louer 150 € la nuit. Et si tu n'as peut-être que 20 mètres carrés, tu vas louer peut-être 125 € la nuit. Mais ce delta, il n'est pas énorme. Et toi, en termes d'investissement de départ, ça va changer beaucoup parce qu'à Paris, les mètres carrés sont extrêmement chers. 10 mètres carrés de plus, c'est 100 000 € de plus. Je rigole pas. Je pense qu'il y a un meilleur rendement avec une plus petite surface et vaut mieux privilégier des petites surfaces avec une belle déco et un coût de la nuit assez élevé pour la surface. Mais je trouve que le delta entre 20 mètres carrés et 30 mètres carrés pour une nuit sur Airbnb n'est pas si énorme et que même moi j'ai loué des nuits à 150 € juste par l'amélioration de mes recommandations de mes locataires. C'est un peu un hack de se dire prévois une plus petite surface mais avec une nuit chère plutôt qu'une plus grande surface. Bon voilà, projette-toi au moment de l'achat pour que un Airbnb soit possible. Ne commence pas avec des toilettes sur le palier, il n'y a pas de cuisine ou c'est pas possible. Il faut que les gens ils aient tout au même endroit, que toi tu puisses réaliser tes travaux. Si c'est juste du Airbnb, que tu aies la possibilité d'avoir des volets, que tu aies la possibilité d'avoir un ascenseur, toutes ces petites modalités en accès au transport permettent à des locataires d'arriver jusqu'à chez toi. Autre conseil, avant que tu aies acquis, donc c'est vraiment 10 conseils avant d'être propriétaire, je pense. C'est 10 conseils pour devenir propriétaire d'un Airbnb. Au moment où tu vas peut-être faire une offre, renseigne-toi sur un artisan de confiance. Que tu le prennes ou que tu ne le prennes pas, tu as besoin de cet artisan de confiance pour qu'il évalue le coût des travaux. Que tu puisses le mobiliser comme ça. Lui dire, j'ai une contre-visite, on est dimanche, j'ai une contre-visite mardi, est-ce que tu peux venir entre midi et 13h pour faire l'évaluation du coût des travaux? Et ça, c'est indispensable. Ils vont se bouger, ils vont venir. Juste, il faut que tu aies quelqu'un avec qui tu puisses collaborer. Et vraiment, les artisans, ils savent que même si tu n'es pas propriétaire, ils peuvent te faire un devis parce que c'est nécessaire au banquier. Ils le savent, ils vont se rendre disponibles pour toi, je te le garantis. Le nombre de fois où j'ai fait faire des devis alors que je ne suis pas allée jusqu'au bout du process, ou alors j'ai fait des devis et finalement j'ai choisi un autre artisan. Tu es en position de force, ne néglige pas ça, mais passe par quelqu'un qui fait toute la maîtrise d'œuvre, que ce soit de métier d'électricien ou plombier. Trouve quelqu'un qui fasse tout pour qu'il te fasse un devis centralisé et que tu aies un ordre de grandeur sur le coût de tes travaux. Et ça, il faut vraiment le faire à la contre-visite. Tu as peut-être déjà fait ton offre, mais on est dans la phase des 10 jours où tu peux te rétracter. Viens faire une contre-visite avec cet artisan. Voilà, c'est indispensable pour avoir des chiffres, pour avoir la réalité. Après, même avec de l'expérience, je trouve que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui te dit « Ah bah j'ai toqué contre le mur, en fait c'est un mur porteur ». Ou alors il aura un autre regard que toi. Il aura peut-être à dire « En fait tu voulais changer l'isolant ». Moi c'est ce qui s'est passé. Je lui ai dit « J'ai un DPEG ». Il m'a dit « Mais attends Hortense, tout est isolé en fait. Juste mets ta main sur le mur, tu vois bien que c'est pas froid ». Et c'est des petits conseils comme ça, un peu avisés de personnes qui sont sur le terrain et qui sont toujours intéressants à voir. Voilà, prends le maximum de conseils de personnes avisées et il y a beaucoup de gens qui te donnent des conseils gratuitement et peut-être qu'après tu paieras cher parce que tu auras des travaux, mais la valeur des conseils est souvent assez inestimable, je trouve. Ça, surtout par rapport au temps que tu gagneras, à l'emmerdement que tu vas t'éviter. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de cette vidéo. J'étais ravie de te partager tout ça. J'espère que tu vas pouvoir envisager un achat. Et si tu veux, on fera une autre vidéo sur mes conseils de comment switcher. Une fois que tu as acquis le Airbnb, le logement en tout cas, comment est-ce que tu deviens hôte Airbnb? Voilà, je t'embrasse. Passe une bonne journée. Ciao!